La routine te frappe. Ouais, vraiment. Comme un coup en pleine face. Et si on prenait le temps de s'arrêter et de jaser, oh, la récré. Un podcast sérieux pour les adultes qui se prennent pas au sérieux, présenté par Mélissa Lévesque. Aujourd'hui, à la récré, je reçois Andréane Brunet, qui est une personne que je connais virtuellement depuis tellement longtemps. Andréane mène une double vie d'autrice et d'animatrice radio et j'avais tellement de questions pour elle sur son métier, autant en écriture qu'à la radio, sur son mode de vie, mais on a aussi parlé beaucoup en effet, j'ai posé beaucoup des questions introspectives. On a parlé de son enfance. Évidemment, je conclue toujours en demandant qu'est-ce qu'on ferait si on babysittait la petite nous. Donc ça a initié une belle conversation. On a aussi parlé de créativité, on a parlé de ralentir. Bref, une conversation assez complète où on a parlé de beaucoup de choses et qui va certainement vous plaire. Donc, je vous laisse l'écouter à l'instant. Andréane, bienvenue à la récré. Comment ça va? Merci de m'inviter. Tu sais, moi, je te suis, là, Mélissa, depuis des années là, sur les réseaux sociaux. Je te stalk puis tout. Puis j'aime tellement ce que tu dégages. Fait que quand tu m'as envoyé ton invitation pour participer au balado, j'étais comme, quel honneur de pouvoir m'installer puis jaser avec elle. Merci à toi de m'inviter. Bien, je trouve ça drôle parce que, tu sais, ça fait déjà un bout de temps qu'on a prévu l'enregistrement d'aujourd'hui. Puis je me disais, crime, ça fait des années, moi aussi, que, tu sais, je te suis sur les médias sociaux, mais que j'ai lu tes livres, je t'ai écouté à la radio. Fait que j'étais comme, waouh, il était temps qu'on prenne le temps de s'asseoir. Puis, tu sais, je le dis souvent dans mes épisodes, mais c'est un peu pour moi que j'ai fait ces épisodes-là. Je me dis, crime, j'ai 1 heure pour jaser avec des gens qui m'inspire ou qui dégage quelque chose, puis je me dis, crime, il faut qu'on jase. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là que je t'ai invitée aujourd'hui, puis je pense que ça va être vraiment le fun d'apprendre à se connaître parce que, tu sais, les deux, on se suit depuis très, très longtemps, mais on se connaît pas tant que ça, là. On a déjà viré une brosse ensemble, là, non? Ben c'est ça. Fait que moi, j'ai plein de questions pour toi, puis j'ai envie de commencer, bien évidemment, par la base, parce que, tu sais, on est toutes les deux originaires de Val-d'Or, en Abitibi, une région que, tu sais, j'adore, je suis encore ici, moi, mais, tu sais, avant la venue des médias sociaux, là, le domaine des communications, c'était quand même peu commun. Fait que je suis curieuse de savoir, toi, ça a été quoi ton étincelle qui a fait que tu as eu envie de te diriger vers ce domaine-là? C'est un hasard. En fait, moi, quand j'étais au secondaire, mon objectif, c'était de devenir comédienne. Fait que là, j'avais fait un spectacle avec la troupe 636, je ne sais pas si elle existe encore à Val-d'Or, qui était comme la troupe semi-professionnelle. J'avais suivi des cours de théâtre. J'avais comme fait ce que je pense que je pouvais faire de plus en Abitibi à ce moment-là, avec les ressources disponibles, pour devenir comédienne. Et la prochaine étape, c'était de sortir de l'Abitibi puis d'aller étudier dans le coin de Montréal. Puis, je suis donc rentrée au cégep en arts et lettres, art d'interprétation, à Lionel Groulx à Sainte-Thérèse. Puis, en cours de route, j'ai réalisé que je me sentais pas prête, en fait, à rentrer dans une école de théâtre. C'est beaucoup plus exigeant, mentalement, psychologiquement. Je me sentais pas prête pour ça. Puis c'est en étudiant à l'UQAM après, en faisant un bac en communication, que j'ai découvert la radio. Et c'est ce qui fait que je faisais la radio parascolaire. En fait, tu sais, tu dis que tu fais un podcast pour toi, pour rencontrer des gens qui t'intéressent. Ben moi, je faisais de la radio étudiante pour avoir des billets de spectacle gratuits pour aller voir des shows parce que j'étais étudiante et j'avais pas d'argent. Puis finalement, en faisant de la radio parascolaire, j'ai fait « Hey, si je pouvais faire ça chaque jour de ma vie, je serais donc bien heureuse. » Puis c'est comme ça qu'a commencé ma carrière radio. C'est pour ça que j'ai quitté l'Abitibi. Wow! Puis t'as vraiment commencé avec la radio. Est-ce que tu as travaillé dans d'autres médias aussi? Oui. En fait, donc le bac que je faisais en communication à l'UQAM, ça s'appelle Stratégie de production culturelle et médiatique. Un très long titre qui veut dire, grosso modo, qu'ils veulent faire de nous des producteurs dans le domaine culturel. Donc, j'ai travaillé pour l'équipe Spectra, Festival de jazz, les Francopholies. J'ai travaillé pour, juste pour rire à l'époque, j'ai travaillé pour le Cirque Éloise. Donc, dans l'événementiel, j'occupais différents postes. J'ai appris beaucoup. C'était aussi insécurisant parce que c'était à contrat. Puis je finissais l'université. Fait que, tu sais, je veux dire, tu essaies de te dépatouiller pour payer ton loyer puis de te faire des contacts. Fait que j'ai commencé dans l'événementiel, mais en parallèle à ça, moi, j'ai été extrêmement chanceuse. Ma dernière année de bac, j'ai gagné une bourse qui n'existe plus maintenant. Je pense que ça s'appelait la bourse du millénaire à l'époque, qui me donnait de l'argent pour continuer à étudier. Mais moi, j'avais fini mon bac.
Mais là, je me disais, je peux pas cracher sur de l'argent qu'on me donne pour étudier. Donc, j'avais amorcé un certificat au HEC en gestion de projet, qui n'a aucun lien avec le milieu artistique. Là, j'étais à l'école avec des monsieur, madame en veston-cravate qui avaient des enfants, puis tout, tu sais, moi, hey, là. Je détonnais un petit peu, mais j'avais amorcé ça. Puis en même temps, je faisais des cours de radio à une école qui s'appelle Promédia. Tout ça en continuant mes contrats dans le domaine événementiel. Après avoir fini Promédia, j'ai envoyé mon démo de radio un peu partout et j'ai commencé en faisant la circulation pour Rouge FM puis Énergie à Québec, mais j'étais dans les studios de Montréal. Fait que grâce aux caméras puis tout ça, j'étais capable de voir le trafic de Québec puis d'en parler en ondes comme si j'étais sur place. J'ai fait ça quelques mois, j'ai haï ça. Mais c'était une bonne école, mais tu sais, c'est pas ça que je voulais faire là, de la circulation dans la vie. Là, c'était pas mon mandat de vie. Là. Mais j'ai été encore là très chanceuse. Le directeur de l'époque en Abitibi d'Énergie, j'ai envoyé mon démo. Tu sais, dans la vie, il y a le talent, il y a la chance, il y a le timing aussi. Puis moi, mon timing était très bon. Il était à la recherche d'une nouvelle animatrice. Moi, j'avais pas d'expérience, mais je venais de l'Abitibi. Donc, j'avais déjà, tu sais, un petit pas d'avance sur les autres candidates parce que, je connais la région, je connais les gens, tu sais. Alors, il a pris une chance sur moi. Il m'a engagée pour faire l'émission du matin. Puis j'ai commencé à Énergie en Abitibi il y a 13 ans. Puis c'était comme sécurisant de commencer chez nous. J'étais à Rouen, moi je viens de Val-d'Or, fait que c'était pas chez nous, mais tu sais quand même, c'est la région. Je veux dire, le week-end, j'allais chez ma mère à Val-d'Or faire mon lavage. Fait que j'ai fait un peu d'événementiel avant de me consacrer à la radio complètement. Wow! Je trouve ça vraiment cool parce que, comme je te dis, je te connais, mais je savais pas c'était quoi ton parcours. Tu sais, je savais pas si la radio te fascinait depuis toujours ou si c'était vraiment comme... j'allais dire un accident de parcours, mais un bel accident, on s'entend? C'est comme... Je pense qu'il y a comme des similarités entre le théâtre qui me passionnait puis la radio, dans le sens que, tu sais, le théâtre, donc, t'endosses un personnage dans des costumes, dans sa façon de penser, tout ça. À la radio, je suis pas un personnage, mais je suis Andréane branchée sur le 220, mettons. Dans le sens que... Tu sais, c'est pas vrai que tous les jours, quand je suis à la radio, ma vie va bien, tout va bien, j'ai bien dormi. Tu sais, c'est pas vrai, là. Je suis une humaine comme tout le monde. Il y a des jours où je me suis chicanée avec mon chum, où les enfants, ils m'ont amené au bout de ma patience, où j'ai mal dormi, où je sais pas, j'ai eu la gastro, peu importe. Mais quand j'ouvre le micro, c'est un peu un spectacle que je donne. Les gens m'écoutent pas pour que je me plaigne de mes petits bobos. Les gens m'écoutent parce que c'est le fun, on travaille ensemble, je mets de la musique, tu sais, c'est relax. Alors, c'est un peu comme pas un personnage, j'aime pas dire que je suis un personnage, mais tu sais, je suis Andréane, c'est ça, sur le 220 un peu, fait qu'il y a comme une similarité de, je suis pas fake en ondes, mais j'enlève ce qui est moins le fun à voir pour présenter ce qui est intéressant pour les auditeurs. Fait que je trouve qu'il y a quand même des parallèles entre le théâtre puis la radio, tu sais. Bien, 100%, ça me fait rire parce que moi, cet été, j'ai été invitée sur un podcast d'un animateur radio. Puis c'est drôle parce qu'à la seconde où on a commencé à enregistrer, les deux, on est rentrés en mode représentation. Puis à la seconde où ça s'est terminé, on a comme un peu relâché. Puis là, j'ai dit, tu sais, c'est particulier quand même que les deux, on était dans cette dynamique-là. Mais en même temps, c'était super authentique tout le long de l'enregistrement. C'était juste un peu, c'était amplifié. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est comme si je me branchais sur une source d'énergie un petit peu plus hype. Puis après, puis ça, c'est un truc que, tu sais, quand les gens, des fois, je reçois des gens en studio, des jeunes étudiants, par exemple, ou tu sais, ma famille, mettons, qui vient me visiter, puis là, ils se rendent compte que, tu sais, quand les tunes jouent, là, je suis pas en studio à danser puis à vivre ma best life. Tu sais, c'est un travail. Entre les chansons, je suis en train de préparer mes prochaines interventions, je fais de la recherche, je suis en train de boire mon café. Tu sais, il y a comme, c'est ça. Dès que le micro ouvre, je suis là, je suis totalement là, plein d'énergie. Mais quand le micro ferme, je reviens à Andréane de base. Puis je fais mes petites affaires. Puis quand le micro rouvre, là, je reviens un petit peu plus hype. Fait que c'est une espèce de danse c'est la même personne. Je joue pas un jeu, mais il y a comme une énergie différente. Oui, c'est sûr. Puis on dirait que là, tu as comme piqué ma curiosité parce que évidemment que je sais que c'est pas juste toi derrière un micro, tu sais, ta job, ça englobe beaucoup plus que ça. Mais est-ce que tu peux me faire une espèce de topo de ça ressemble à quoi au moment où tu arrives à la station jusqu'à temps que tu quittes? C'est quoi, comment ça se déroule?
Absolument. Donc là, l'émission que j'anime en ce moment, ça s'appelle Rouge au travail. Donc, c'est en après-midi, j'accompagne les gens au bureau. Donc, le matin, une fois que je me suis débarrassée de mes enfants à la garderie, je les aime, mes garçons, je les aime. Ils tirent beaucoup de jus, mais je les aime. Je vais lire les nouvelles. Tu sais, je suis intéressée par ce qui se passe dans le monde, pas juste ce qui se passe à Montréal, parce qu'en ce moment, j'anime à Montréal, mais ce qui se passe au Québec, au Canada, à l'international. Je suis quelqu'un de curieuse à la base, fait que je vais lire beaucoup. Donc, je regarde qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a des nouvelles? Donc, moi, j'accompagne les gens au travail. Donc, mes interventions en ondes sont courtes. Je peux pas parler pendant 3-4 minutes. C'est pas le mandat de mon émission de radio. Alors, je vais voir s'il y a des nouvelles qui sont courtes, légères, le fun, que quelqu'un qui est en train de travailler à son bureau entend ça, tu sais, est-ce qu'en 60 secondes, en 1 minute, je suis capable de résumer la nouvelle, puis ça va être le fun, ça va y faire passer un bon moment à l'auditeur, l'auditrice, puis il va pouvoir continuer de travailler, tu sais. Donc, je lis les nouvelles dans cette optique-là. Par la suite, je vais aller à la station, me rendre sur place. Puis là, je vais regarder la musique qui a été prévue. Donc, il y a une équipe de programmation musicale qui choisit les tunes. C'est pas moi qui choisis la musique que je joue. Eux autres sont bien mieux placés que moi pour savoir la musique qui est le fun à entendre et tout ça. Puis dans quel ordre. Puis, il y a aussi des quotas à respecter. On a un certain nombre un pourcentage de musique francophone qu'il faut jouer, de musique émergente aussi. Donc, bref, ce sont des experts de ça. Moi, je ne gère pas ça. Fait que je regarde qu'est-ce qu'ils m'ont sorti comme musique. Là, je vais faire de la recherche sur les artistes que je vais jouer. Est-ce qu'il y a une nouvelle qui est sortie? Tu sais, là, c'était, mettons, les Grammys. Au moment où on enregistre le podcast, c'était les Grammys hier. Donc, est-ce qu'il y a des artistes qui ont gagné hier que je tourne aujourd'hui? Si oui, tu sais, il y a moyen de faire un lien avec l'actualité. Ouais. Fait que je vais regarder mon log musical qu'on appelle. Puis j'arrive aussi d'avance parce que en radio, on va faire ce qu'on appelle un crossover. Donc, l'émission qui est juste avant moi vont me recevoir dans leur émission vers la fin pour que moi, je tease, pour que je dise ce qui s'en vient dans mon show à moi. Fait que, tu sais, hey, cet après-midi, je donne des billets pour le Cirque du Soleil, puis je vais jouer tel hit, on se retrouve dans 10 minutes, mettons. Fait que, tu sais, je vais faire cette intervention-là avec l'équipe qui est juste avant moi. Après, je vais rentrer en studio, je vais faire mon émission. Et là, ça implique, donc moi, je suis pas de producteur, rien. Donc, c'est moi qui fais ma mise en onde, qui s'occupe de tous les pitons de la console. Je m'occupe de répondre aux textos. Maintenant, les gens appellent un petit peu moins à la radio. Ils vont beaucoup texter. Puis moi, je trouve ça important de répondre à toutes celles et ceux qui me textent. Évidemment, je suis pas parfaite, j'en échappe, mais j'essaie le plus possible d'avoir répondu à tout le monde avant la fin de mon émission. Parce que je me dis, si tu as pris le temps de m'écrire, je trouve ça important de te répondre. Tu sais, c'est une relation. Tu sais, les auditeurs, les auditrices m'entendent, ont l'impression de me connaître jusqu'à un certain point parce que je partage des trucs de ma vie. Puis moi, c'est par les textos que je peux développer cette relation-là, tu sais, pouvoir leur répondre, puis interagir, puis créer quelque chose avec eux. Alors, donc, en ondes, je réponds au téléphone, je réponds au texto, je fais ma mise en onde, je mixe toutes mes choses, ma musique. Puis après l'émission, ça va arriver qu'avec mon patron, on va faire un petit débrief. Donc, lui, il va avoir écouté, il va me revenir avec des propositions des petits trucs à améliorer ou au contraire, il va souligner un bon coup que j'ai fait. Fait qu'il y a de la rétroaction. Puis après ça, souvent, mon peu de temps après, je vais retourner à la maison parce que, c'est ça, je suis une maman de 2 garçons de 2 et 4 ans. Fait que la vie va vite. Je reviens à la maison m'occuper d'eux. Mais je suis tout le temps un peu en recherche, pas en recherche, mais tu sais, je vais être dans le métro, je vais être sur mon téléphone, je vais voir quelque chose que je trouve drôle, une vidéo sur Facebook ou tu sais, je vais me la sauvegarder parce que c'est un sujet potentiel de radio. Tu sais, fait que je suis tout le temps un peu, sans être activement à la recherche de sujets, j'ai tout le temps les antennes ouvertes sur qu'est-ce qui pourrait être intéressant à jaser. Je vais lire un livre, moi je lis beaucoup dans la vie, je vais lire un livre qui m'a touché, qui m'a émerveillé, ça peut être un sujet potentiel. Fait que je suis tout le temps un peu en préparation, sans dire, tu sais, je suis pas comme obsédée 24 heures sur 24 ma job, mais il y a tout le temps comme cette espèce d'antenne ouverte de ça peut être un sujet potentiel. Tu sais. Ouais, grosso modo, c'est ça. Finalement, c'est ton métier, mais c'est aussi quasiment ton mode de vie parce que tu es toujours à l'affût de ça. Là. C'est ça, c'est un mode de vie, exactement. Tout à fait. Puis à travers ça, tu écris des livres. Puis je suis curieuse de savoir à quel moment ça s'est arrivé dans ta vie. Est-ce que c'est aussi un hasard ou au contraire, c'était un plan depuis toujours? C'était un rêve, en fait. Un rêve caché que j'assumais pas parce que je me disais, dans ma tête à moi, je me disais, tout le monde voudrait écrire, tout le monde voudrait publier des livres. Pourquoi moi, je serais capable? Tu sais, qu'est-ce que j'ai de plus que les autres ou pourquoi moi, ça fonctionnerait? Fait que j'étais très, très bonne pour me mettre des bâtons dans les roues moi-même. Puis à un moment donné, donc quand j'ai commencé ma carrière radio, j'ai commencé en Abitibi. Ensuite, Gatineau m'a repêché avant que Montréal vienne me chercher.
Puis pendant ces années-là où j'étais à l'extérieur de Montréal, moi, mon chum, ça fait 18 ans que je suis en couple, lui restait à Montréal parce que lui est devenu comédien. Donc, lui, son travail était à Montréal. Et donc, pendant que j'étais à distance, veux pas, n'ayant pas de vie de couple la semaine parce qu'on était à distance, bien, j'avais plus de temps pour faire ce que je voulais. Et à un moment donné, il y a une histoire qui revenait tout le temps en tête, une espèce de thématique qui me trottait en tête. Puis je me suis dit, hey, tu sais quoi, je vais essayer d'écrire cette histoire-là. Sans pression, sans but, juste voir est-ce que je suis capable de partir d'un point A, arriver au point Z. Tu sais, est-ce que je peux mener à bien ce projet-là? Puis j'ai commencé à écrire en le cachant à tout le monde. Tu sais, mon chum ne savait pas que j'écris, pourtant il sait tout. Là. Mais là, écoute, j'assumais tellement pas, mais ça, j'étais tellement gênée. J'avais tellement peur que ce soit pas bon, puis que quelqu'un me fasse réaliser que c'était pas bon, puis que ça me brise totalement. Fait que j'ai commencé à écrire, puis j'ai un ami auteur qui vient d'Abitibi aussi, Samuel Larochelle, qui vient d'Amos. À un moment donné, j'ai envoyé peut-être une dizaine de pages, puis il dit « Hey Sam, jetterais-tu un œil à ça? Ça a-tu rapport ou genre, faudrait que j'abandonne parce que c'est désespéré mon affaire? » Puis il a lu ça, puis il a aimé ça, puis il m'a dit « Andréane, il y a vraiment du bon matériel là-dedans, continue. » Puis ça a été la petite tape dans le dos que j'avais besoin pour poursuivre. J'ai fini d'écrire l'histoire, puis là, à un moment donné, mon chum s'est bien rendu compte que je passais beaucoup de temps sur mon ordinateur, fait qu'il m'a demandé, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Puis j'ai fini par lui dire, ben j'écris. Puis là, il était comme, t'écris quoi? Ben, j'écris là, une histoire, là, je sais pas, là. C'est vraiment pas assumé, vraiment bébé lala. Puis là, il était comme, OK, mais je peux-tu lire? Puis j'étais genre, t'es malade? Tu peux pas lire ça. Si t'aimes pas ça, c'est fini. Puis à un moment donné, on est parti dans un chalet pour un week-end, puis j'avais imprimé mon manuscrit, je l'avais terminé. Je l'ai déposé devant lui, puis j'ai dit, si tu lis pas ça maintenant, tu le liras jamais. Genre, je vais te choquer. Fait qu'il a pris les feuilles, il s'est installé sur le divan, puis il a fait « OK ». Puis là, il s'est mis à lire. Full silencieux dans le chalet. Moi, j'angoisse. Je suis comme « Oh mon Dieu, s'il n'aime pas ça, c'est terminé parce que son opinion est importante pour moi. » Puis finalement, il a full aimé ça. Puis ça m'a donné le courage d'envoyer ça dans des maisons d'édition. Puis j'ai été extrêmement chanceuse parce que 2 maisons d'édition qui étaient... J'ai eu des noms, là, on s'entend, là, c'était pas easy peasy, là, mais j'ai eu 2 maisons d'édition qui étaient intéressées à travailler avec moi, puis j'ai pu choisir. Quel privilège, quel luxe. Puis depuis, ben mon Dieu, les choses s'enchaînent, puis j'ai pris confiance, puis j'écris, puis même si ça fait quelques romans que j'ai publiés, je considère que je suis encore un bébé là-dedans, que j'apprends encore. Tu sais, moi, à chaque fois que je travaille avec mon éditrice, je suis comme, donne-moi tous les commentaires du monde, j'apprends, je m'abreuve à ta connaissance, tu sais. Puis je me suis fait des amis auteurs aussi, puis j'ai l'impression que je suis encore un petit bébé, tu sais, qui apprend là-dedans, là. Même si ça fait quelques livres que j'écris, je suis comme, oh mon Dieu, je me sens, c'est ça, comme un petit bébé, là, qui arrive dans un petit party, puis qui est devant plein de gens qu'elle admire, puis qui comprend pas qu'est-ce qu'elle fait ici, tu sais. C'est un peu le sentiment que j'ai encore. Ben, je trouve ça le fun, par exemple, parce que je me dis, en quelque part, tu sais, ben, évidemment qu'il n'y a rien qui est pris pour acquis, mais aussi, tu es probablement très ouverte, justement, aux commentaires, à apprendre, à améliorer ton écriture aussi. Fait que je trouve ça super intéressant de dire, ben, gars, je me considère encore comme un bébé, mais un bébé qui s'assume maintenant. Ouais, c'est ça, qui a un petit peu plus confiance en elle quand même. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on a en commun, toi puis moi. On est très ouverte aux commentaires, puis à apprendre, puis à grandir. On prend pas pour acquis qu'on a la science infuse. En tout cas, moi, je trouve que c'est ce que tu dégages, puis c'est ce que j'aime, en tout cas, quand je te suis sur le réseau. Ben, c'est ce que j'essaie le plus possible de faire parce que je me dis, mon Dieu, je veux dire, j'ai 32 ans, j'ai encore tout à apprendre dans la vie, là, puis je peux... je pense que c'est dans le spectacle d'Alexandre Poulain qui disait, moi, je me tiens loin de ceux qui disent avoir la vérité, je me tiens proche de ceux qui la cherchent, puis ouais. Ça m'a full rejoint parce que je me disais, ben voilà, c'est exactement ça, ma vision par rapport à... Tellement. Hey, c'est drôle que tu cites Alexandre Poulain parce que c'est genre, c'est mon Dieu. Ben, moi aussi. Je l'aime. Ben, moi aussi. Hey. Puis je sais que tu l'as reçu sur ton podcast. Je l'ai écouté. Lui, la première fois que je l'ai rencontré il y a quelques années, c'était pas dans le cadre du podcast, c'était une entrevue, je pense qu'il venait de lancer un album. Je te le jure, Mélissa, j'ai commencé l'entrevue en disant « Alexandre, je t'aime ». Puis là, il y a eu un moment de flottement. Puis là, il a bien compris que j'étais pas creepy, là, que c'était juste comme une grande déclaration d'amour. Puis on a eu tellement de fun, là. Puis tu sais, c'est ça, c'est le genre de gars un peu comme toi que tu fais « Hey, peux-tu prendre un thé puis jaser? » Puis juste comme, je veux comprendre ta vision de la vie. Je veux... Ah non, c'est vrai, je l'aime. Il fait du bien.
il ramène à l'essentiel, en fait. C'est ça. Absolument. Il veut continuer d'apprendre, il veut ralentir, il veut être là pour les gens qu'il aime. Tu sais, lui a pris la décision, genre, de ne pas travailler de l'été parce qu'il veut être avec sa fille les étés, tu sais. C'est tellement précieux, là. Fait que bref, on a le même Dieu, toi puis moi. C'est probablement ça qui fait que ça connecte. Pas qu'on l'aime autant, mais ça en dit long sur nos personnalités, nos valeurs et tout. Fait que je pense que c'est probablement pour ça qu'on se sent interpellés beaucoup l'une par l'autre. Oui! Puis là, avec la parenthèse, je me souviens plus qu'est-ce qu'on disait. On parlait que t'étais un bébé dans... Ah oui, je suis un bébé. T'étais un bébé. Puis là, moi, même si tu te considères comme un bébé, je veux quand même tout savoir de ton processus d'écriture, parce que là, j'imagine aussi que c'est différent pour un premier roman que tu écris en cachette, un peu en mode expérimentation, versus, là, tu as quand même publié 4 romans, puis 2 romans jeunesse aussi, là. Donc, maintenant, tu sais, même si tu te considères comme un bébé, moi, je te vois comme quelqu'un d'expérimenté, fait que je veux tout savoir sur comment ça se passe. Je suis super chaotique là-dedans. Autant je peux être organisée dans ma vie, autant au niveau de l'écriture, là, tu sais, donc mon premier livre, Ne pas toucher, s'il vous plaît, j'avais pas de plan. J'avais cette histoire-là, puis j'ai fait « je vais voir où c'est que ça mène ». Puis je m'en suis quand même bien sortie. J'avais pas de deadline non plus, il n'y avait pas d'éditeur qui m'attendait. Je pouvais bien prendre 15 ans pour l'écrire, cette histoire-là, tu sais. Le deuxième livre, je me suis fait un plan. Donc, Embrasser le chaos, qui se passe en Islande. Ça, je m'étais dit, je vais essayer de me faire un plan. Tu sais, comme à l'école, tu sais, l'élément déclencheur, tu sais, tout ça. Fait que là, je m'étais fait un plan, ce qui m'a aidé, je pense, à l'écriture. Mais moi, je suis très intuitive. J'ai une idée de comment l'histoire commence, comment elle termine, mais en même temps, OK, là, ça va de l'air ésotérique, ce que je vais dire. Mais des fois, mon cerveau me surprend. Je vais comme écrire, puis je pense que je sais où je m'en vais. Mais là, mon cerveau m'amène ailleurs, puis c'est bien meilleur. En tout cas, à mon avis à moi, tu sais. Puis c'était pas ce que j'avais prévu. Puis souvent, je fais « tu sais quoi? Je vais suivre mon cerveau vers là. Je vais prendre la direction qu'il me propose, puis à la limite, j'efface puis je recommence. » Mais à date, c'est jamais arrivé que mon cerveau me trompe. Puis c'est souvent arrivé, puis ça me fait tellement du bien quand ça arrive. J'arrive à la fin de l'histoire, puis là, il y a comme des fils qui se connectent en différents éléments de l'histoire que je n'avais pas prévus, mais comme tout se place, puis là, je suis comme « wow, j'ai réussi à faire ça ». Je m'étonne moi-même. Puis moi, j'adore ça quand j'arrive à me surprendre. Fait que le deuxième livre, j'avais un plan, c'était cool. Le troisième, Doux bordel, c'était plus comme des scènes de la maternité. Puis ça, j'avais pas tant de plans. Celui-là était... C'est le roman qui est le plus proche de moi. Moi, je suis tombée enceinte de mon premier enfant un peu avant que la pandémie éclate. Évidemment que c'était pas la maternité que j'avais envisagée. En même temps, pour moi, mon histoire de maternité avec mon premier garçon, c'est la plus belle histoire qui soit parce que c'est la nôtre, tu sais. Je l'aurais pas vécu différemment avec recul. J'aurais pas dit la même chose on the spot. Mais tu sais, quand j'y repense, je vois tout ce qui est arrivé de beau. Puis quand est venue l'envie d'écrire à nouveau un livre, ce qui m'habitait, c'était ça, c'était ma maternité. J'avais des amis aussi qui tombaient enceintes ou qui ont accouché dans les mêmes eaux, puis on partageait des difficultés similaires, des joies similaires aussi. Puis je me suis dit, c'est ça que j'ai besoin de sortir de moi. Donc là, j'avais pas de plan. C'était mon cœur, en fait, qui guidait l'écriture. Mon cœur, puis c'était un peu comme une thérapie, je pense, en quelque part, une thérapie de ma maternité qui est devenue un livre. C'est pas l'histoire d'Andréane Brunet Doux bordel, mais mon chum est le seul qui le lit puis qui sait exactement ce qui c'est. Les chapitres qui sont réels, lui est capable de dire oui, ça, oui, ça, oui, ça. Puis il y a aussi de la fiction là-dedans. Mais celui-là, ça a été le plus instinctif. J'avais pas de plan, c'était mon cœur qui parlait, qui écrivait. Puis là, tu vois, le dernier qui est sorti, ça, c'est différent, mon processus de création, parce que ça a été une commande. Fait que ça, c'est mon éditrice qui m'a écrit, puis elle dit « Andréane, on veut publier une romance qui se passe dans le temps des fêtes, on a pensé à toi. » Puis là, sur le coup, mon ego super flatté, on pense à moi, c'est le fun.
Puis en même temps, j'ai jamais écrit de la romance, puis j'en lis pas. Comment c'est faire que moi en écrire? Sauf que moi, j'ai un petit problème avec les TEPA games, là. Je suis pas capable de dire non. Fait que là, j'ai pris ça comme un TEPA game. Puis je me suis lancée, j'ai fait un plan parce qu'il fallait que je pitche une idée à la maison d'édition parce qu'ils voulaient que je l'écrive, mais ils voulaient évidemment s'assurer que l'idée était bonne. Fait que je leur ai pitché une idée. Ils ont fait parfait, voici ton contrat. Je signe mon contrat. Et là, sapristi, j'ai un deadline. J'ai genre, je sais plus combien de temps j'avais. J'avais peut-être 6 ou 7 mois pour l'écrire. Et c'est une erreur que j'ai faite, Mélissa, dans mon parcours, ce livre-là. Une erreur dans le sens que j'avais oublié que j'avais 2 enfants. J'avais oublié que j'avais une job à temps plein à la radio. J'avais oublié que j'avais une vie, mettons. Ouais. Ce qui fait que nous, au moment de commencer l'écriture, mes gars sont tombés super malades jusqu'à la garderie. Les enfants, c'est super, ils partagent tous leurs microbes puis ils nous les ramènent à la maison. On est tous tombés malades comme j'ai jamais été malade de ma vie. Donc, je pouvais pas écrire, c'était pas possible. La radio, ben c'est une job à temps plein là, que je fais. Là, c'est pas... fait que j'ai eu une dose de stress immense pour le dernier roman parce que j'avais un deadline, puis parce que la vie m'envoyait plein de jambettes, puis moi, j'avais pas vu venir ça. Puis mon chum m'avait prévenu. Quand j'ai dit à mon chum, j'ai été approchée pour ce projet-là, il m'a dit « Andréane, tu n'as pas le temps. » Puis moi, de façon très naïve, j'étais comme « Mais oui, regarde, cette semaine-là, je n'ai pas de meeting, je peux écrire. » Lui, il l'a vu venir, puis à un moment donné, j'ai bien compris qu'il avait raison, mais il fallait que je l'apprenne, il fallait que je rencontre un mur pour le comprendre. Puis j'ai vécu des grosses périodes de stress comme j'avais jamais vécu de stress dans ma vie. Puis c'est correct parce que maintenant, je comprends que j'avais besoin de ça pour réaliser que j'avais poussé mes limites trop loin. Puis là, cette année, Fresh Start en 2025, ça a fait 2 ou 3 projets auxquels je dis non parce que je me rends compte que je n'ai pas le temps, que c'est pas possible. Puis surtout parce que je veux me consacrer à ce qui m'habite vraiment. Tu sais, tu le sais, là, Mélissa, tu as plein de projets, tu as plein d'idées, il y a plein de trucs que tu veux réaliser, mais on a bien juste 24 heures dans une journée. Là. Oui, c'est ça. Exactement. Fait qu'il vaut mieux se concentrer sur ce qui vraiment nous habite puis nous stimule au bout parce qu'on a juste 24 heures dans une journée. Ouais. Fait que voilà. Fait que c'est super. J'ai comme pas de processus clair quand j'écris. C'est vrai. C'est parfait comme ça. Tu sais, je pense que sur le podcast, j'ai aussi reçu Marianne Brisebois qui me disait que quand elle écrit, elle aussi, là, elle dit ben je le vois dans ma tête, puis j'écris, mais tu sais, c'est pas, il n'y a pas un plan justement comme à l'école, alors que tu sais, j'en ai écouté plusieurs autres des entrevues d'auteurs qui disent hey, non, moi, il y a un plan, puis je le sais, tu sais, au chapitre près, presque, ce qui va se passer. Fait que je pense que c'est une question de probablement comment fonctionne notre cerveau créatif. Là. Ben oui, exact. Je pense pas, tu sais, dans tous les domaines, il n'y a pas une façon de créer. Ben non, absolument, c'est ça. C'est tellement personnel que c'est vraiment propre à chacun, je pense, la façon de faire. Puis probablement que c'est différent aussi selon le type. Ben, en fait, tu peux répondre à ça. Tu sais, quand tu écris pour un public adulte versus pour un public jeunesse, est-ce que le processus d'écriture puis le processus de réflexion est différent? Ouais. Ben pour moi, en tout cas, je trouve ça bien plus compliqué d'écrire pour les enfants. Hey, ils sont intelligents, ils sont vifs d'esprit. Ils s'emmerdent facilement. Ça fait que faut que tu ailles droit au but, il faut qu'il y ait de l'action, il faut que ça bouge tout le temps. Hey, j'ai trouvé ça compliqué, Mélissa, à écrire pour les enfants. Ah ouais, hein? Ben, c'est un beau défi, en fait. J'avais jamais fait ça. Fait que, tu sais, c'était périlleux. Puis, tu sais, quand j'écris pour les adultes, je réfléchis pas aux mots que j'utilise. Je réfléchis pas... je considère que l'adulte est assez intelligent pour faire ses liens, pour comprendre, ou tu sais. Alors que l'enfant... Je réfléchis à chaque mot que j'utilise, à la longueur de mes phrases. C'est vraiment... Moi, j'ai trouvé ça plus complexe. Puis en même temps, j'ai tout aimé de ça parce que quel privilège d'écrire puis d'être lu par des enfants puis après de recevoir leurs commentaires puis de discuter avec les enfants de ce que tu as écrit. Mais pour moi, c'est plus challengeant parce que c'est ça, il faut être comme plus concis, plus d'action, plus de... Ça me demande plus de réflexion, écrire pour les enfants. Puis là, tu vois, je travaille sur un album illustré, fait que c'est encore plus court. Tu sais, mettons, un roman jeunesse, c'est à peu près 10 000 mots. Un roman adulte, c'est à peu près 60 000 mots. Là, je te fais là, des grandes lignes. Puis un album, c'est 1000 mots. Fait que chaque mot est vraiment important. Puis là, il y a des mots qui ne sont pas nécessaires parce que l'illustration va l'illustrer. Fait que c'est un défi supplémentaire. Je suis dans le travail en ce moment d'édition pour un album, puis
je savais pas que c'était aussi pointilleux, là. Tu sais, quand je dis que je suis un bébé encore, là, c'est ça, là, j'apprends tous les jours. Ouais, ben c'est sûr, parce que comme tu dis, c'est quasiment un autre métier complètement, finalement, d'écrire pour des enfants versus pour des adultes. Puis là, tu dis que tu réfléchis beaucoup aux mots que tu utilises, à la longueur de tes phrases. Est-ce que tu réfléchis à ça pendant que tu écris ou c'est plus quand tu fais ta réécriture que là, tu vas venir réviser ça? Un mix des deux. Oh, ouais. Quand j'écris, on dirait que je suis consciente de, mais en même temps, je veux pas me mettre des bâtons dans les roues, fait que je vais c'est ça, je vais sortir ce qu'il y a à sortir, mais je vais être capable de voir, tu sais, à un moment donné, à force d'écrire, tu vois que tu as des tics d'écriture, il y a certains mots que tu utilises tout le temps, il y a des formulations que tu utilises, puis là, je m'en rends plus compte, fait que je vais me corriger tout de suite, mais comme tu dis, c'est souvent à la réécriture que là, je vais plus prendre le temps, tu sais, d'analyser vraiment chaque mot puis chaque phrase. Parce que, ouais, non, si on commence à se juger lors du premier jet, ben on n'avancera pas, là, en fait. Là, ça ne sera pas possible. Non, ben c'est ça, parce que là, tu disais ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu, mais ça doit être une torture d'écrire en pensant au fait que ce mot-là, on ne peut pas l'utiliser. C'est très fluide, là. Oui, c'est ça. C'est Simon Delille, l'humoriste avec qui j'ai travaillé l'été passé. Là, j'oublie c'était combien d'étapes, mais il m'avait... on se parlait du processus de création parce que lui, il est humoriste, mais il écrit aussi des sketchs pour la radio, puis il écrit pour plein d'autres humoristes, puis pour des émissions télé. Bref, c'est un grand auteur. Puis, c'est ça, il me disait que lui, quand il est en période style de brainstorm, il dit, j'enlève mon chapeau de juge, j'en ai pas de besoin. Là, je suis dans mon chapeau de clown qui sort des niaiseries, qui fait juste. Puis il dit, c'est plus tard que je vais reprendre mon chapeau de juge pour éliminer les idées qui sont moins bonnes ou qui sont moins porteuses. Puis j'aimais comment il m'avait illustré, il y a différents chapeaux aux différentes étapes de la création, puis il faut pas mélanger les chapeaux, sinon ça empêche la création, en fait. Fait que Simon, moi, c'est ça. J'enlève mon chapeau de juge quand j'écris. Ben, je trouve ça tellement bon parce que, tu sais, moi, au moment où on se parle, tu sais, j'ai commencé à écrire un roman, mais tu sais, j'ai fait ça toute ma vie, commencer à écrire des romans. Là. Je veux dire, j'en ai tellement. Mais là, on dirait que c'est là que j'ai eu le déclic puis je trouve ça beau comment tu l'illustres, de dire le chapeau de juge, puis tu sais, je suis comme, OK, ben c'est ça, c'est que là, j'avais tous les chapeaux en même temps sur la tête, fait qu'à un moment donné, je me décourageais, puis j'abandonnais un projet parce que je me disais, ça aboutira jamais, c'est pas bon, mais là, on dirait que pour ce projet-ci, je suis capable de faire anyway, je vais tellement le relire qu'on regardera ça plus tard, tu sais. Ben oui, mais là, c'est bien intéressant ce projet-là. C'est de la fiction, c'est quoi? Tu veux-tu nous en dire plus? Mais moi, c'est ça. Moi, j'écris de la fiction depuis toujours, mais pour mon propre plaisir. OK. Puis ça fait longtemps que je veux écrire un roman, mais que ben c'est ça, il y a tout le temps des bâtons dans les roues que je me mets moi-même. Mais là, cette année, j'ai décidé que... Ben cette année, dans les derniers mois, j'ai commencé l'écriture. Je me suis inscrite à un programme d'écriture aussi pour m'outiller. Mais beaucoup pour m'engager dans le processus. Tu sais, juste le fait d'être inscrite à ça, je me dis, OK, ben aux 2 semaines à peu près, on a un cours. Fait que, tu sais, idéalement, entre-temps, il faudrait que j'aille avancer mon projet. Fait que ça, c'est... C'est le bon projet de l'année, là. J'adore. Sais-tu ce que je fais, moi, avec une amie auteure? Pour s'encourager, là, on va le lundi ou au début de la semaine, on va faire, OK, c'est quoi ton plan pour cette semaine? Qu'est-ce qu'il faut que tu aies fait, mettons? Puis là, on va se dire, ben moi, je compte écrire 1 ou 2 chapitres, mettons. Puis on fait, OK, parfait. Puis là, en cours de semaine, on va faire des petits check-ins. T'en es rendu où? Puis des fois, ça fonctionne pas parce que la vie, puis on accepte que ça va fonctionner. Mais le fait de savoir que quelqu'un sait que tu es supposé pondre 2 chapitres, mettons, c'est comme si tu fais comme, shit, il y a quelqu'un qui attend après moi, même si, tu sais, c'est pas la fin du monde si tu n'y arrives pas. Mais d'avoir quelqu'un, c'est un peu comme les résolutions de début d'année, tu sais. S'il y a quelqu'un qui sait que tu as une résolution de courir 2 fois par semaine, ben elle va t'encourager à le faire, elle va checker si tu l'as fait. Fait que c'est bon le fait que tu te sois inscrit à un cours puis que ça te donne une espèce de là, dans 2 semaines, j'ai mon cours, il faudrait que j'aille avancer un petit peu. C'est une bonne idée. C'est un peu pour ça aussi que je le dis sur le podcast. Tu sais, je le dis un peu sur les médias sociaux. Honnêtement, ça me fait un peu mal à chaque fois de le dire. Probablement que je suis un peu dans la même situation que toi quand tu as écrit le premier, de vouloir faire ça en cachette, mais je me dis, si je le dis pas, c'est vraiment trop facile de l'abandonner. Là, tu t'engages, t'es engagé, là, c'est enregistré. Moi, je vais faire un suivi, là, c'est ça qui se passe. Moi, faire un suivi, ma fille. Ça va avancer, ça va continuer d'avancer. Fait que là, c'est pour ça aussi que je me dis, j'ai plein de questions, puis je suis tellement fascinée. Ben, tu sais, depuis toujours, j'ai été fascinée par les gens qui écrivent parce que moi-même, j'écris un peu sur le side. Fait que j'ai plein de questions. Puis, entre autres, une question que je pose tout le temps à des gens qui ont des métiers créatifs en général. Est-ce que ça a changé ton rapport à l'écriture, le fait que maintenant, ben, c'est
ça fait un peu partie de ta job. Tu sais, souvent, quand ça devient lucratif, on se met une certaine pression par rapport à ça. Est-ce que ça a été ton cas? Bien, en fait, c'est pas lucratif, donc il n'y a pas de pression. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'auteurs au Québec qui vivent de leur plume parce que tu fais, en général, 10% du prix de vente du livre. Fait que le livre à 25$, je me fais 2,5$ par copie. Ce n'est pas avec ça que je paye mon hypothèque. Donc, moi, j'ai pas une espèce de pression de « il faudrait que j'en vende X nombre de copies parce que sinon, je ne serais pas capable de me faire manger mes enfants. » Mon hypothèque est payée par la radio, je suis très chanceuse. Donc, l'écriture reste pour moi un loisir. Puis je veux que ça reste comme ça parce que j'ai des amis auteurs, surtout des auteurs jeunesse, qui doivent produire, publier parce qu'eux autres, c'est leur moyen de subsistance. Et moi, je ne fonctionne pas sous une pression de création. Je suis pas comme ça. Je l'ai vécu, là, avoir un deadline pour Retiens-moi, mon dernier roman, puis j'ai trouvé ça anxiogène parce que là, j'avais le chapitre que je devais pondre à chaque semaine, il fallait que je le ponde. Je pouvais pas me permettre de prendre du retard parce que j'avais des deadlines à respecter puis j'avais un contrat. Puis cette pression-là, je ne la veux plus dans ma vie. Je n'ai pas besoin de ça. Puis, tu sais, les auteurs, surtout les auteurs jeunesse qui vivent de leur plume, c'est pas juste à cause, en fait, c'est pas à cause des livres qu'ils vendent, c'est parce qu'ils donnent énormément d'ateliers dans les écoles. Tu sais, ils ont développé leur compagnie, sont des auteurs incorporés qui vont faire un peu, c'est des travailleurs autonomes, fait qu'ils vont faire plein d'affaires. Ça part de leur travail de création, mais il y a plein de trucs qui découlent de ça, des conférences, des ateliers, tu sais, tout ça. Puis moi, en ce moment, ma job à temps plein, c'est la radio. Fait que je veux vraiment que l'écriture reste du plaisir. Fait que je veux pas de pression d'écriture. Je veux pas de deadline. Je dis ça, puis j'en ai avec ma série de romans jeunesse, Nora Confetti, mais fait que finalement, ça n'a pas rapport à ce que je viens de dire. Non. En fait, c'est des deadlines que j'ai acceptés puis avec lesquels ceux-là, je peux dealer puis ça va. Mais j'en veux pas de pression de création. Je fonctionne pas comme ça. Tu sais, il y en a qui, sous la pression ou avec des contraintes, c'est plus facile pour eux de créer. Pas moi. Non, moi, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin pour être capable d'écrire. Je m'en viens mieux, là, mais tu sais, souvent pour être capable d'écrire, il faut que faut que je m'en aille dans un café. Fait qu'il faut pas que je sois chez nous parce que sinon, il y a du lavage à faire, il y a plein d'affaires à faire que j'ai à, tu sais. Ouais. Puis, il faut que j'aille plusieurs heures devant moi. Moi, mettons que j'ai 1 heure devant moi, c'est pas suffisant. OK. Parce que je veux m'installer avec mon cappuccino. Je veux prendre des gorgées, le savourer. Je vais observer autour. Je vais me perdre dans l'observation de ce qui se passe. Là, je vais revenir à mon ordinateur. Puis là, je vais faire « Ah oui, OK, j'ai cette histoire-là. » Puis je veux me permettre de rêver. Puis j'ai besoin d'espace, moi, pour créer. J'ai besoin de... C'est quoi la formulation que j'ai dit à mon chum récemment? J'ai besoin de... Pas d'oisiveté, mais dans ce sens-là, j'ai besoin de rien faire. Ouais. Puis là, les choses vont se déposer. Absolument. Je cherche le vide, moi, depuis quelques années. Là, on dirait que je veux juste je veux du rien. Je veux rien. Puis là, ça semble un peu, tu sais, je veux dire, tout va tellement vite dans la vie en général que ça semble super contre-productif de dire je suis dans la contemplation. Ouais. Mais pourtant, c'est, tu sais, pour des métiers créatifs, c'est super important d'avoir ces moments-là de contemplation parce que sinon, il y a toujours quelque chose qui se passe. Fait qu'il n'y a aucun espace pour créer. Là. On n'est pas des usines. Tu sais, c'est pas comme je produis des chaussures, je fais les mêmes gestes à chaque jour pour produire des chaussures. La création, à mon sens à moi, c'est pas ça. Je peux pas me tordre, je peux pas m'essorer comme une serviette pour que le jus de la création sorte. En tout cas, moi, je fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai vraiment besoin de lenteur, de pas de pression, de faire les choses à ma manière, le plus doucement possible. On dirait que j'aspire à ralentir. Puis il y a comme un mouvement, puis je pense que tu en fais aussi partie, de vouloir comme OK, on peut-tu prendre un break là, de la vie, tout le monde? On peut-tu se calmer le pompon? Puis au lieu de vouloir toujours en faire, est-ce qu'on peut juste exister puis que ce soit suffisant? Puis c'est un peu ça, l'écriture pour moi. J'ai pas envie de produire des romans pour produire des romans. J'ai envie d'écrire des histoires qui m'habitent parce que j'ai envie de les partager. Pas parce que je dois publier à chaque année pour un impératif quelconque. T'sais, pour moi, le travail de création d'écriture est trop sacré. Je l'aime trop pour que ça devienne une pression désagréable de produire et de performance. C'est pas ça l'écriture pour moi. Pour moi, en tout cas. Oui, je comprends. Puis, en fait, je pense que si tout le monde qui a un esprit créatif pouvait se le permettre, parce que je suis consciente qu'il y a des contraintes, là.
c'est normal, mais si tout le monde pouvait se le permettre, je pense que c'est comme ça qu'on devrait créer puis qu'on devrait vivre aussi en général, de privilégier, tu sais, c'est super basique, on en entend tout le temps parler, mais de privilégier la qualité plutôt que la quantité, de prendre le temps de faire les choses plutôt que de, tu sais, tu as dit tantôt le mot produire, puis tu sais, produire, dans ma tête, moi, ce n'est pas créer, c'est deux choses différentes, mais je pense qu'on les associe très, très, très souvent, de plus en plus. Ouais. Tu sais, moi, quand mes garçons sont arrivés dans ma vie, là, ça va paraître super cliché, mais c'est vrai que des enfants, tu revois tes priorités, tu sais, t'as pas le choix. Ils sont la chose la plus importante dans ma vie. Ce qui fait que la première chose que je veux, c'est d'être avec eux. Puis ce que je réalise quand je suis avec eux, c'est que, tu sais, les autres sont tellement dans le moment présent, là. Ils sont dans le jeu, ils sont dans la création, là, maintenant. Puis de les observer jouer, puis de jouer avec eux, c'est tellement beau, cette espèce de laisser aller, cette espèce de folie puis de spontanéité. Puis je me dis, OK, mais ça, je veux le retrouver dans mon travail, autant à la radio que dans l'écriture. Je veux retrouver cette joie de création spontanée, de folie, puis de ralentissement, tu sais. Mes gars, ils pensent pas à ce qui s'en vient demain, puis ils pensent pas, bien évidemment, ils pensent pas au souper de ce soir, mais tu sais, ils sont là maintenant. C'est quoi mon besoin? Puis on a quelque chose à apprendre des enfants de, OK, mais là maintenant, qu'est-ce que j'ai de besoin? Au lieu d'être tout le temps dans qu'est-ce qui s'en vient. Tu sais, hier, l'exemple va avoir l'air bien niaiseux, OK? On est en train de lire mon chum lit des histoires, je suis assise avec eux sur le divan. Puis là, dans ma tête, je fais, je pourrais profiter du fait que mon chum lit des histoires pour aller me brosser les dents puis mettre mon pyjama tout de suite, comme ça, je vais déjà être en pyjama, comme ça, tu sais, je vais me coucher tôt. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, voyons, tu es en train de lire des histoires avec tes enfants, tu peux-tu juste lire des histoires avec tes enfants, puis au lieu de penser à ce qui est à faire tantôt, tu sais. Puis moi, c'est ce que mes enfants m'apportent beaucoup, le être maintenant, le besoin à combler maintenant, pas ce qui est à faire tantôt. On aura le temps tantôt pour le faire, tu sais. Mais qu'est-ce que tu as de besoin maintenant? Fait que de libérer de l'espace pour juste être, ça me permet de créer mieux, de créer en étant plus aligné avec ce que j'ai vraiment envie d'offrir au monde. Puis, ralentir, c'est mon mot d'ordre pour 2025. Oui, ben c'est ça, c'est tellement important parce que c'est pas juste une question de self-care, de on ralentit pour prendre du temps pour nous, c'est on ralentit pour aussi être meilleur, pas dans un souci de performance, mais pour être des meilleures personnes, si on veut, dans toutes les sphères de notre vie au final. Exact. Exact. Puis tu sais, des fois, ça prend, moi, ça a pris, j'ai rencontré un mur cette année parce que j'avais accepté trop de projets. Puis à un moment donné, mon corps a vécu des espèces de moments de stress. Je sais pas si on appelle ça une crise d'angoisse, je sais pas, tu sais, mais j'ai jamais, ce que mon corps m'a fait sentir, je l'avais jamais senti en 37 ans de vie. Puis je veux plus aller là. Tu sais, ce stress-là que j'ai vécu, j'en veux plus. Fait que là, je prends des outils pour que ça revienne pas. Puis je suppose peut-être que quand toi, t'es tombé malade dans les dernières années, il y a aussi un wake-up call de je dois, tu sais, ma vie, je dois prendre des décisions pour ma santé. Puis c'est plate quand la maladie ou un stress ou quelque chose nous amène à devoir, tu sais, nous amène devant un mur, mais en même temps, ben, si on est capable de prendre les signaux que notre corps nous envoie, ça peut juste aller mieux. Après, on peut juste prendre de meilleures décisions pour notre futur, tu sais. Oui, absolument. Puis moi, je le dis souvent, autant je me serais pas souhaité d'être malade, évidemment, mais je sais que c'est probablement, puis tu sais, je pèse mes mots parce que je sais qu'il y en a d'autres qui sont dans le même contexte que moi pour qui c'est vraiment une épreuve très difficile. Puis c'est vraiment pas facile tous les jours dans mon cas, mais c'est aussi une des plus belles choses qui m'est arrivée parce que justement, si ça m'était pas arrivé, probablement que j'aurais pas été à l'écoute de mon corps, probablement que j'aurais dit oui à plein de choses qui me tentent pas, mais maintenant, je suis comme, ben, ça me tente pas, puis deux, je peux physiquement pas me le permettre parce que j'aurais probablement pas l'énergie pour ça. Tu sais, je veux dire, on s'entend, là, je suis quand même choyée dans le domaine des maladies. Là. J'ai le diabète de type 1, il y a des façons de dealer avec ça au quotidien, mais il y a quand même des défis. Puis je me dis, ben, j'aime mieux penser à ces défis-là pour aligner les actions que je prends. Puis je pense que c'est un peu la même chose dans ton cas, de dire, ben, ce stress-là, c'était pas le fun, mais maintenant, justement, je le sais qu'il faut que je sois à l'écoute des signaux avant de me rendre à ce point-là. J'aime ça, tu as dit aligner mes actions. J'aime ça, cette formulation-là. Ouais, aligner les actions selon notre santé, puis ce qui nous fait du bien, puis ce qu'on a de besoin fondamentalement.
J'aime ça. Puis maintenant, c'est quoi les outils justement que tu as développés pour éviter de te retrouver dans cette situation-là? Je suis plus consciente maintenant de quand mon ego parle. Tu sais, dans les derniers mois, je suis extrêmement privilégiée. On m'a proposé 2 très beaux projets d'écriture. Sur le coup, je me suis vue aller, là. Sur le coup, ça fait « Ah, mon Dieu, mais oui, wow, ils sont fins, ils ont pensé à moi, j'embarque. » Puis là, j'étais comme « Andréane, le projet qui t'est proposé, oui, ce sont des belles personnes qui te proposent ces projets-là. As-tu vraiment envie de ce type de défi d'écriture-là? As-tu vraiment envie de faire ça? Est-ce que tu as le temps, avec les projets qui te stimulent vraiment, d'ajouter ça à ta charge de travail? » On dirait que je suis plus… là, mon ego, là, qui était bien… il était comme un petit serpent que je voyais pas venir. Là, je le vois arriver. Puis je suis capable de faire « Non. Non, non, non. » Là, tu allais dire oui pour plaire aux autres, parce que ça te fait du bien de te sentir désiré, mais tu n'as pas besoin de ça. Ça, puis de prendre conscience aussi que c'est pas parce que tu dis non une fois que tu te fermes toutes les portes. Je pense que quand on débute dans une carrière, surtout quand on est plus jeune, on a tendance à dire oui parce qu'on a peur que de dire non, ça fait qu'on n'avancera plus puis qu'on met un frein à notre carrière. Ce n'est pas la vérité. Quand on dit non, quand on se respecte, ça peut juste nous ouvrir de plus belles portes. Et si les gens à qui on a dit non nous barrent, ben ça veut dire que ce ne sont pas des gens avec qui on veut travailler dans le futur. Les gens comprennent pas pourquoi tu dis non, tu sais. Fait que je te dirais que, en fait, je suis plus consciente. Mon outil principal, c'est ma conscience de ça, c'est ton ego qui parle, Andréane. Puis, je reviens, tu sais, j'ai une amie qui m'avait dit à un moment donné, tu sais, Andréane, on ne peut pas vivre toutes les vies. Elle a le même âge que moi, puis elle n'a pas d'enfant, puis son rêve, ce serait d'avoir une famille, mais ça a donné que dans sa vie, elle n'a pas rencontré les bons partenaires pour avoir une famille, puis elle ne sait pas si elle va en avoir des enfants ou non, tu sais. Puis elle m'avait dit, on ne peut pas vivre toutes les vies. Peut-être que dans cette vie-ci, je ne suis pas due pour avoir des enfants, mais j'ai des amis qui ont des enfants que je gâte, je suis une matante extraordinaire, tu sais, j'ai aimé sa façon de dire, de voir les choses, on peut pas tout faire, on peut pas tout être. Fait qu'il faut juste embrasser ce qu'on est en ce moment puis en profiter, tu sais. Puis un peu de ça, de faire, hey, j'ai une vie, je peux pas réaliser tous les projets d'écriture, donc je veux focusser sur les projets qui m'habitent vraiment puis qu'est-ce que j'ai vraiment, moi, Andréane Brunet, envie de partager au monde. Au lieu de vouloir plaire au monde, non, je vais partir de moi, ce qui vient de l'intérieur puis ce que je veux partager et pas ce que l'extérieur voudrait que je fasse puis que je vais incarner, tu sais. C'est de prendre conscience de ma façon de réagir puis de recevoir les choses qui m'aident à ne pas retomber dans des cycles d'accepter trop d'affaires puis de me recogner un mur. Je veux plus me rendre au mur, ça m'intéresse plus. Je l'ai vécu une fois puis c'est en masse. Ben, c'est ça. Souvent, je pense que c'est ça qui sert un peu, malheureusement, de leçon, puis on l'évite par la suite, là. Exact. Ça prend comme un bon coup. Tu sais, on a beau se le faire dire. Ça, c'est une discussion que j'ai souvent avec une de mes bonnes amies parce que elle me dit souvent, ah, mais tu sais, mes parents m'avaient prévenu, mes amis m'avaient prévenu, mais fallait que je le vive pour réaliser que, oups, moi, finalement, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse, mais on apprend par les actions qu'on pose plus que par les conseils, même si les conseils sont toujours bienvenus, évidemment, là, mais c'est souvent comme ça qu'on en tire des leçons. Tout à fait. Puis là, je sais qu'on parle de dire non, on parle de s'écouter, mais admettons que tu avais tout le temps, tout l'argent à ta disposition, puis que tu pouvais te lancer dans un projet demain matin, ça serait quel genre de projet? Puis je parle pas nécessairement d'un projet d'écriture, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'habite que tu aurais rêvé de faire, mais qu'en ce moment, les conditions ne te le permettent pas, par exemple? Oh, wow, j'ai plein d'affaires en tête, là, Mélissa, t'es-tu prête? Vas-y, défile-nous ça. Ben, c'est... OK. Ah, mon Dieu, là, tu m'ouvres les portes. Oh là là là. Moi, je pense dans une autre vie, OK? Mais en même temps, je suis dans une autre vie. Peut-être que, je sais pas, on s'en reparle dans 20 ans puis je vais être rendue là. Mais je pense que dans une autre vie, j'aurais une auberge sur le bord de la mer. Une auberge, café, librairie, tout ça, tout mélangé. Ouais. Avec une école de plongée sous-marine, s'il vous plaît, en plus. Parce que moi, je pense qu'une de mes qualités, c'est que je m'occupe bien des gens autour de moi. Mes amis sont précieux, ma famille est précieuse.
je pense que j'ai cette sensibilité-là aux autres. Puis, à un moment donné, dans un voyage que j'ai fait il y a plusieurs années, au Belize, j'étais seule, puis c'était une auberge sur le bord de la mer. Puis, la propriétaire, j'étais revenue d'une journée de plongée sous-marine, puis la propriétaire m'avait dit, « Andréane, j'ai rajouté une couverture sur ton lit parce que ce soir, il annonce froid. » Puis ça m'avait tellement touchée que spontanément, elle fasse comme « Hey », tu sais, elle m'a comme dorlotée. J'avais l'impression que c'était ma maman qui m'accueillait à la fin de ma journée de plongée sous-marine. Puis, en tout cas, cet épisode-là m'a beaucoup marquée, puis je m'étais dit « Ah, wow, ce qu'elle me fait sentir, j'aimerais ça pouvoir le faire sentir aux gens autour de moi, ces petites attentions-là. » Fait que moi, je pense que, genre, s'il y avait pas de contrainte, rien, j'aurais un genre d'établissement où je recevrais des gens en voyage. Avec évidemment un coin librairie parce que j'adore les livres, un coin café parce que c'est une espèce de rêve café d'être barista, puis parce que j'aime beaucoup, beaucoup le café. Fait que je pense qu'il y aurait de ça. Puis la plongée sous-marine, c'est une passion que je pratique pas assez souvent parce qu'au Québec, les lacs sont bruns. C'est pas intéressant. Fait que je pense que j'aurais Moi, c'est ça. Fait que j'aurais une espèce de combo de tout ça, je pense. Mettons, si c'était possible. Puis j'aurais le temps d'écrire à longueur de journée, tu sais, assis sur le balcon de mon auberge. Tu sais, quelque chose de très relax. Vivre le beat des îles. Relax. Moins d'options de... Moi, j'angoisse, là, mettons, j'haïs magasiner dans la ville. Puis je trouve qu'on a beaucoup... J'habite à Montréal, il y a beaucoup trop de choix. Mettons, tu as besoin d'une paire de jeans. Il y a beaucoup trop de magasins. J'essaie d'acheter usagé aussi. Il y a beaucoup trop de choix. Puis trop de choix, ça m'angoisse. Moi, là, donne-moi 2 choix. C'est tout. Sinon, là, je perds mon temps à tout over-analyser. Puis finalement, ça me prend 4 heures choisir une paire de jeans. Ça m'emmerde totalement. Mais vivre sur les îles, il y a moins de magasins, il y a moins d'options. Moi, j'aime ça, les petites communautés, les petits villages. Ça, ouais. Fait que ce serait quelque chose du genre. C'est pas très clair, hein, ce que je viens de te pitcher plein d'affaires en même temps. Mais en même temps, c'est full clair. Moi, je la vois, là. Je vois tout ça, là. Moi, je te vois, là, sur le balcon de ton auberge en train d'écrire, là. Toi, tu fais quoi? Mettons, là, t'as toute la vie devant toi, là. T'as le temps, t'as l'argent, t'as tout. Tu fais quoi? Ben, je vais t'avouer que le projet d'auberge ou comme de chalet locatif, pas un chalet, mais tu sais, une espèce de petit village. Tout ça, moi, ça me parle énormément. C'est absolument pas dans mes plans, là. Mais comme tu dis, peut-être que dans 20 ans, quand on s'en reparlera, ça sera réalisé. Mais ça, il y a quelque chose qui me parle beaucoup là-dedans, dans l'esprit de communauté. Tu sais, c'est pour ça, tu parlais d'auberge, puis je m'en vais justement dans une auberge dans quelques semaines, puis ce que j'ai hâte, c'est d'aller voir c'est qui les gens qui vont être là en même temps que moi. J'ai comme hâte de rencontrer. Est-ce que ça va être, moi j'y vais en pleine semaine au mois d'avril, fait que peut-être que ça va être genre des retraités qui sont en voyage, peut-être que ça va être d'autres gens qui sont en télétravail, mais c'est cool, c'est de rencontrer d'autres types d'entrepreneurs, d'entreprises. Peut-être que ça va être des familles qui voyagent. Tu sais, je sais pas qui je vais rencontrer, mais ça, juste ça, moi j'ai hâte, là. Puis je vais pas loin, là, c'est au Québec, mais je sais que ça va être riche. Fait que je me dis de pouvoir reproduire ça dans mon quotidien. Imagine comment c'est. Tellement. Puis en plus, tu as tellement réuni une belle communauté, tu sais, virtuelle sur les réseaux sociaux. Fait que je te vois très, très bien reproduire ce genre d'ambiance, puis d'esprit d'équipe, puis de tout le monde s'élève ensemble dans la vraie vie. C'est totalement ta destinée. Je suis un peu en train de le faire d'une certaine façon parce que là, avec la communauté des femmes de tête, on a une série d'événements en présentiel qui commencent. Fait que, tu sais, je me dis, c'est peut-être pas le projet d'auberge, mais c'est quand même des connexions puis des rencontres avec des gens de toutes sortes d'horizons différents. Là. Tu sais, je regarde les gens qui sont inscrits pour les premiers événements, puis je suis comme, OK, il y a des filles qui sont adjointes virtuelles, mais il y en a aussi qui sont massothérapeutes, il y en a qui sont photographes. Fait que je suis comme, c'est absolument fascinant. C'est absolument oui, c'est hot. Ouais, fait que je pense que c'est ça. Tu parlais d'auberge, puis j'avais comme des petites options, puis j'étais comme, OK, on le fait. On le fait! Puis avant de conclure, je vais te poser la question que je pose à toutes mes invités, puis qui est une de mes questions chouchou, là. Si tu avais à babysitter, à garder la Andréane de 6-7 ans, 7-8 ans, mettons, qu'est-ce que vous feriez de votre journée? Oh my God! On mangerait de la crème glacée. Ça, c'est sûr. On irait au Fantaisie glacée à Val-d'Or, se prendre un cornet. Un petit twist, là, vanille chocolat, probablement. Fait que ça, c'est sûr qu'on ferait ça. Mon doux, qu'est-ce qu'on ferait? Je pense qu'on se baladerait en vélo
Ou peut-être que je l'amènerais sur mon scooter, là, un genre de Bee-Weez, là, comme j'avais au secondaire. Là. Tu sais, je pense qu'on irait faire un tour de scooter où on ferait du vélo. En tout cas, on se promènerait, on bougerait, ça c'est sûr. On serait dehors. On serait dans le bois. Ah, c'est drôle, hein, parce que là, comme tu as parlé de 7-8 ans, là, je suis de retour en Abitibi, je suis à Val-d'Or, chez nous, tu sais. Fait qu'on serait on marcherait dehors. On ferait des jeux dehors dans la forêt. Moi, j'ai grandi, puis à côté de chez nous, il y avait un petit boisé, puis tous mes jeux imaginaires sont dans ce boisé-là. Puis ce qui est désolant, c'est que il y a quelques années, il a été rasé, ce boisé-là. Ils ont construit une maison à la place. Le terrain a été vendu, puis ils ont construit une maison. Oh, ouais. Puis je la trouve laide, cette maison-là. Mais tu sais, c'est parce que pour moi, cette maison-là n'a pas rapport dans le décor. Mais on jouerait dehors, on ferait du vélo, on mangerait de la crème glacée. On irait se balancer au parc. On serait dehors, ça c'est sûr. Puis probablement, on ferait un petit tour à la bibliothèque municipale. Je passais beaucoup de temps à la bibliothèque, fait que je pense qu'on irait lire. Ouais, on irait lire. Puis peut-être qu'on finirait ça le soir au cinéma avec des Skittles. Des Skittles puis du popcorn. Ouais. Je pense qu'on finirait la journée comme ça. Un petit film au cinéma, là, au cinéma de Val-d'Or avec les sièges en velours. Puis je pense que c'est ce qu'on ferait. Être dehors, puis de la crème glacée, puis de la lecture. Je pense que c'est ça que je ferais avec elle. Ce serait une très belle journée, je pense. J'aime vraiment ça poser cette question-là parce que tout le monde, je les vois là, comme se replonger, puis des fois, il y a des gens là, qui ils s'animent, là, ça s'emballe, puis là, il y a une journée, je suis comme, ben là, tu gardes juste 24 heures. Là. Mais tu sais, cette magie-là de notre enfance, en tout cas, moi, avec mes gars, j'essaie d'instaurer un peu de magie à tous les jours avec eux, puis souvent on pense que magie, ça, tu dois organiser une affaire qui a pas de bon sens, mais c'est dans les petites choses que la magie est créée, tu sais. C'est dans gonfler un ballon de fête, puis jouer avec le ballon de fête dans le salon, que le ballon, faut pas qu'il touche à terre parce que le plancher, c'est de la lave. Tu sais, je pense que la magie de l'enfance, en étant adulte, on l'oublie, on a oublié comment jouer, mais que de fréquenter des enfants, mais ça nous rappelle la magie, puis après, il y a moyen comme adulte de disperser un peu de magie dans nos propres journées à nous, tu sais. Mais c'est pas facile de s'en rappeler parce qu'on est devenus des adultes plates. C'est pour ça que j'aime poser cette question-là, parce que je me dis, tu sais, des fois, on oublie là, que nous-mêmes, on a été des enfants. Tu sais, pas qu'on l'oublie, mais c'était qui l'enfant, puis qu'est-ce qu'il aimait faire. Puis, tu sais, souvent, tu sais, j'ai posé la question à des gens qui sont dans un cadre peut-être un peu plus rigide, qui ont un emploi très traditionnel, puis un mode de vie très traditionnel. Puis là, je leur pose la question, puis ils font comme « Oh mon Dieu, mais c'est tellement loin de qui je suis maintenant. » Mais maintenant que je m'en rappelle, je vais essayer de voir comment je peux amener ça dans ma vie. Fait que je trouve ça... C'est ça, je trouve ça tout le fun d'avoir cette discussion-là. Tu sais, il y a quelques semaines, j'ai fait un voyage avec mes sœurs. On est allé au Vietnam. Oui. Puis, à un moment donné, l'hôtel où on résidait prêtait des vélos. Fait qu'on a pris des vieux vélos, là, tu sais, c'est rouillé au bout, là. Puis, on est parti en vélo. On savait qu'au bout du chemin, là, que si on allait dans une direction pendant une quinzaine de minutes, on allait atteindre une plage à un moment donné, tu sais. Puis, on est parti à vélo. Puis, tu sais, le trafic, c'est un peu le chaos. C'est un peu n'importe quoi. Bien, n'importe quoi à nos yeux de Nord-Américains. Pour eux autres, ça fonctionne, pas de problème. On est parti, pas de casque, avec des vélos rouillés, puis c'était tellement le fun, puis libérateur de juste pédaler, puis de s'en aller, on sait pas trop où, puis de juste, écoute, on riait là, on pédalait, puis on riait, puis c'était tellement rien, là, c'était une ride de vélo. Puis ça, cette joie-là, j'ai fait, on dirait que j'avais oublié à quel point c'est le fun de faire du vélo. Ouais. De juste comme d'embarquer puis de pédaler. Alors que quand j'étais jeune, je veux dire, on faisait juste ça du vélo. On allait partout en vélo chez les amis au parc. Ça. Fait que ouais, ça m'a rappelé que le vélo, c'est le fun. Puis on dirait que j'ai envie de ramener le vélo dans ma vie. ma grande révélation. mais moi, je veux savoir, toi, tu ferais quoi? Ça m'intéresse. T'étais quoi? T'étais comment quand t'étais petite, toi? Ben, moi, il y aurait sûrement une partie genre... On écrit une pièce de théâtre ou on écrit quelque chose pour faire la représentation plus tard devant les parents quand ils reviennent à la maison. Oui. Là. Une espèce de petit spectacle. Là. Ça, il y aurait probablement ça ou chorégraphie. Je danse super mal, je chante super mal, mais à 8 ans, je m'en foutais. Mon Dieu! Attends, wow! Je me suis tellement emballée que j'en ai décroché mes affaires. Ça, c'est drôle. Attends, je t'entends plus. Ton histoire m'a trop... OK, allô, 1, 2. Tout marche. Tu m'entends? J'étais trop excitée à ton idée de faire une pièce de théâtre. Ben okay. Oui.
Ouais, Puis là, tu sais, la de danse. théâtre au spectacle de danse-chant. Tu sais, à 7-8 ans, on s'en fout de mal chanter, là. Moi, avec une de mes amies, là, on avait nos petits feuillets, tu sais, qu'il y avait dans les albums des artistes. Puis là, on Oui. chantait les chansons dans l'autobus, toute la ride pour aller à l'école. Puis probablement que les autres autour se disaient, hey, là, allez-vous la fermer à un moment donné? Mais nous, on s'en foutait. Fait que moi, je pense que ça serait quelque chose de même, là, qui se Ah passerait dans ouais, cette journée. solide. Moi, je viendrai assister à ton spectacle à la fin de la journée, en tout cas. Ah ouais, ben pauvre toi, par exemple. Je voudrais comme pas te faire subir ça, mais gars, t'es la bienvenue quand même. Merci. Hey, merci beaucoup, Andréane. C'était tellement le fun comme discussion. Je suis contente qu'on ait eu la chance de se connaître un peu plus. Puis, est-ce que tu peux juste te plugger, nous dire où on peut te suivre? Ben oui, ben j'ai un site internet, le andréannebrunet.com. Je suis sur Instagram, à Brunet, un petit peu moins active sur Facebook parce que mon compte a été piraté 2 fois. Puis là, ben j'ai fermé ma page animatrice parce que je suis tannée de me battre contre Facebook. Fait que c'est plus Instagram puis mon site web. Puis j'ai des beaux projets d'écriture qui sortent. Le 3e tome de Nora Confetti sort au mois de mars. Donc, je sais pas quand le balado va être publié. Au mois de mars, le 4e tome, non, le 3e tome de Nora Confetti sort. Puis le 4e va sortir à l'automne 2025. Puis un premier album illustré aussi à l'automne 2025. Fait que des projets d'écriture, je continue la radio, puis c'est ça. Merci de m'avoir invité. C'était vraiment super intéressant de jaser, puis tu m'as fait réfléchir à plein de trucs. Habituellement, je parle pas de moi, je fais parler les autres dans ma job d'animatrice. Fait que c'est tout le temps un peu drôle de parler de moi, mais je me sens en sécurité avec toi. Fait que merci pour l'invitation. Je suis contente que tu te sois ouverte. Je suis contente que tu l'aies fait parce que justement, quand j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé d'autres podcasts sur lesquels tu avais été invitée. Donc, je me suis dit, OK, c'est là que ça se passe. Je vais déverser toutes mes questions. Oui, puis là, je veux juste rappeler à toutes celles et ceux qui regardent le podcast, qui l'écoutent, puis à toi, tu t'es engagé à écrire un livre, tu as commencé à écrire une histoire. Moi, je vais faire le suivi dans quelques mois, dans quelques semaines, je vais te relancer, juste savoir t'es rendu où, pas de pression, juste un petit rappel qu'on attend ton histoire avec patience. Wow, merci. Ça va me faire plaisir de te tenir au courant puis d'en parler à nouveau sur le podcast aussi. Yeah. C'est un bel engagement que je prends. Merci beaucoup, Andréane. Merci, ma chère.